Femme. Oui, bonjour, Wassila Tamzali. Bonjour. Bonjour, je lui demandais à l'instant si elle avait entendu la fin de notre entretien avec l'abbé Raymond Gravel. Elle arrive à l'instant dans notre studio. Elle est avocate, essayiste, féministe algérienne, de passage à Montréal, invitée par le Festival du monde arabe. Vous allez participer à 2 événements. Il y en a un qui a lieu demain soir, en fait demain à 18h. Le Femen, un pavé dans la mare et un point d'interrogation. Un panel avec Amir Kadir, modéré par Rachida Azdouz, je pense que vous connaissez. Oui, très bien. Et qui est avec nous régulièrement. Et le deuxième, le féminisme islamique, et il faut mettre féminisme islamique entre guillemets, à l'épreuve des révolutions et contre-révolutions arabes. Alors, bienvenue, Wassila Tamzali. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous lancer sur cette deuxième piste-là. Le féminisme islamique, pourquoi il faut mettre l'expression entre guillemets? Parce que c'est un oxymore. Il ne peut pas y avoir de féminisme islamique. J'ai entendu les dernières paroles de votre invité précédent, qui est un prêtre et qui a une grande liberté vis-à-vis du dogme. Et je trouve que c'est une piste très intéressante. Je connais peu de musulmans, ou surtout de ceux qui s'identifient comme musulmans, parce qu'il faut bien distinguer les musulmans qui pratiquent la religion et qui veulent d'ailleurs pas qu'on les identifie à cette religion, qui sont des citoyens inscrits dans la vie, dans des pays, dans des problématiques. Enfin, là, vous parlez de ceux qui ne la pratiquent pas, ou presque pas. Non, pourquoi ? Non, pas du tout, non. Moi, j'ai un frère qui pratique la religion musulmane et qui veut pas être identifié comme musulman. Ah bon ? Il est identifié comme algérien, il est identifié comme citoyen, il pratique sa religion en dehors de toute identification. Et voilà. Nombreux sont ces musulmans-là. C'est ceux qu'on n'écoute pas, ceux qu'on n'entend pas, plutôt pas qu'on n'écoute pas. C'est ceux qu'on n'entend pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir du discours sur l'islam aujourd'hui. Mais peut-être parce qu'ils font justement le choix d'être des musulmans discrets. C'est pas une question de discrétion ou de pas discrétion. Ils font le choix de pratiquer leur foi dans l'intimité de leur conscience et voilà. Et ils sont nombreux, très 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 nombreux. Et puis vous avez aussi peut-être encore plus nombreux, en tout cas quand on voit les statistiques de la pratique de l'islam en France. C'est un pays qui a fait des statistiques dans ce sens, et on se rend compte que les musulmans ne pratiquent pas beaucoup. Ceux qu'on appelle musulmans. C'est les mêmes statistiques au Québec. Ceux qu'on identifie comme musulmans. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours eu cette ambiguïté entre musulmans, arabes, émigrés. On passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre désignation, sans se rendre bien compte que ça représente des choses très très différentes. Et bon, là, on est en plein dans l'amalgame et l'ambiguïté qui Alors, si au début, on avait parlé de féminisme musulman au lieu de parler de féminisme islamique, il y aurait une différence, si je vous entends bien. D'abord, il y a une chose, on peut très bien être musulman et musulmane et féministe. Voilà. Ça, il y a aucun. J'en connais beaucoup. Les femmes avec qui je travaille en général, elles sont musulmanes et elles sont féministes. Musulmanes et féministes. Il n'y a aucune incompatibilité, n'est-ce pas ? Parce qu'on peut avoir une lecture de la religion tout à fait qui est conforme à l'exigence du féminisme, à l'exigence de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on peut être féministe musulmane. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une troisième voie qui s'est ouverte. Une voie qui avait tenu sa réunion je crois, en Malaisie en 2004 et qui a ouvert une voie médiane entre le féminisme dit islamique et le féminisme dit laïque. Vous voyez, ce sont des femmes qui se sont réunies et qui ont dit d'une façon très simple, nous sommes musulmanes et nous voulons l'égalité. D'accord. Le féminisme islamique ne dit pas ça. Le féminisme islamique dit, nous sommes musulmanes et nous allons trouver l'égalité dans l'islam.
Et dès l'instant où l'islam met une barrière à l'égalité, alors nous nous arrêtons aux frontières de l'islam. Vous voyez la grande différence. Gagne, c'est ça. Autrement dit, s'il y a une barrière, on respecte. C'est l'islam qui, de toute façon, détermine la situation et la condition des femmes dans les sociétés, dans leur point de vue, dans leur approche. Alors, si on part du point de vue qu'on peut être féministe et musulmane, ça veut dire que ce qu'on va rechercher, on recherche l'égalité, vous venez de le dire, mais ça veut dire que les actions qu'on va mener, on va les inscrire dans la société, dans le code du vivre ensemble, au lieu de les inscrire dans la religion. Oui, le féminisme, c'est une idéologie, c'est une pensée politique, c'est une idéologie de la libération, mais qui s'est inscrit dans la société. C'est-à-dire que le point de départ de la pensée féministe, au contraire de beaucoup d'autres pensées plus philosophique, c'est qu'elle s'est tout de suite inscrite dans un combat en même temps qu'elle s'est développée. Elle s'est inscrite dans une action. C'est une pensée-action, en quelque sorte. Alors, on vient de faire un peu de théorie autour de tout ça. Wassila Tamzali, plus concrètement, en ce moment, quand vous regardez les pays arabes, avez-vous l'impression que le féminisme islamique est un genre de miroir aux alouettes un peu dangereux, un piège dangereux, ou est-ce que vous avez l'impression que le féminisme musulman, qui est plus laïque, qui est plus ancré sur l'avancement de la société, progresse? Alors, d'abord, le féminisme islamique n'existe pas dans les pays arabes. C'est une théorie occidentale. Ah bon? Ça a été inventé en Espagne, n'est-ce pas? Et c'est le centre actif, financier et organisationnel de cette idéologie. J'appelle ça plutôt une idéologie. C'est un domaine de recherche qui est très développé dans les universités occidentales et qui n'existe pas dans les universités des pays arabes. C'est une pensée, c'est une position occidentale. Le féminisme musulman, on n'en parle pas parce que l'ensemble des féministes sont musulmanes. Ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que quand nous avons créé des organisations, des associations d'action pour développer notre pensée féministe, la première chose que nous avons faite, et ça tombe sous le sens, c'est que nous nous sommes aborder la question de la religion, puisque si vraiment on peut parler de choc des cultures, je pourrais dire que c'est un monde qui est encore très sacralisé et puis un monde qui est désacralisé. Et là, vous parlez en ce moment de l'Algérie, de votre pays. Je parle d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, des pays arabes, oui. D'accord. Je parle des pays arabes, oui. Les féministes dans les pays du sud de la Méditerranée sont des féministes qui ont, depuis tout temps, interrogé la religion. Interrogé la religion. Et ça fait un siècle, plus d'un siècle, que les femmes des pays arabes ont interrogé la religion. Quand Huda Sharawi enlève son voile, c'est en 1908, ça fait plus d'un siècle maintenant, elle se dévoile. Voyez-vous, le premier livre qui est publié au Caire sur la condition des femmes, c'est en 1923. Ensuite, nous avons le livre de Tahar Chadad en 1930 à Tunis. Donc, ce que nous disons là n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Non, je comprends. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons de la peine à nous faire entendre. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, par contre, en Tunisie, récemment en entrevue avec Laure Adler, vous avez salué le fait que, malgré le fait qu'on s'inquiète de voir le parti Ennahda au pouvoir islamiser le pays, vous vous réjouissez du fait qu'on a réussi finalement, de manière démocratique, à refuser l'imposition de la charia, à refuser une dimension qu'on appellerait l'offense au sacré, qui deviendrait un acte criminel, si je comprends bien, ça a été refusé aussi. Et qu'on a refusé, ça c'est aussi très significatif, de remplacer l'idée d'égalité homme-femme par complémentarité. Complémentarité homme-femme, ce qui était très insidieux et dangereux. Oui, bien sûr. Donc, dans un pays comme la Tunisie,
même si nous, on s'inquiète, vous dites, si je comprends bien, vous gardez espoir. Tout à fait. Je garde espoir pour tous les pays parce que je pense qu'il y a eu, la Tunisie a mis en branle un mouvement qui est irréversible. Et c'est pas parce que les islamistes sont au pouvoir que la société s'est islamisée. Les sociétés ont été islamisées par 50 ans de post-colonialisme parce que ça a arrangé les pouvoirs en place d'islamiser la société et de jouer sur la religion comme contrôle social. Donc c'est pas l'arrivée au pouvoir de ces gens-là qui islamisent les sociétés. Par contre, l'arrivée au pouvoir de ces gens-là commence à faire la distinction dans la pratique entre un islam politique que beaucoup de gens refusent et l'islam tout court. En Algérie, quand les gens ont voté pour le parti politique musulman, 80% des électeurs, c'est parce qu'on ne faisait pas encore, à cette époque-là, en tout cas dans les masses et dans les couches populaires, on ne faisait pas la distinction entre l'islam politique et l'islam. Et les gens ont voté pour ces gens-là parce qu'ils étaient musulmans. Mais entre l'islam porté par Ranouchi et l'islam porté par ma grand-mère ou par mon oncle ou mon grand-père, sont des islams tout à fait différents. Tout à fait différents. Et on n'a pas fini de clarifier ces choses-là. Je vous remercie beaucoup de votre présence à Montréal. Je rappelle que vous êtes donc invité par le Festival du monde arabe. Vous allez participer à 2 événements demain soir à 18h, 5e salle de la Place des Arts, le Femen, oui, un pavé dans la mare, et le féminisme islamique à l'épreuve des révolutions et contre-révolutions arabes. Ça, ce sera vendredi à 18h, Maison de la Culture, Frontenac. Merci beaucoup, Wassila Tamzali. Merci.